webcam. Quand j'y arrive. Donc c'est un peu plus compliqué en ce moment pour streamer, je vous avoue. Donc je le fais quand je peux. Dans votre psychologie positive, ça fait un petit moment que je ne l'ai pas faite. Mais c'est pas grave. Voilà, on est là quand on peut. Le principal, c'est de continuer un peu de temps en temps au moins. Alors, je vous montre tout de suite ce de quoi on va parler. Et j'essaie de régler un peu le mix, sinon vous allez pas être. Mais en fait, vous entendez pas la musique depuis tout à l'heure. Ok. Ah, attendez, je vais retenter un truc pour que ça soit un peu plus sympa. Est-ce que là, ça fonctionne? J'ai pas l'impression. Hein. J'ai pas l'impression que vous entendiez quoi que ce soit. Ah voilà, parce que c'était pas assez fort dans le mixage. Ok. Ouais, désolé, il y a que moi qui entends la musique à fond. C'est sympa, mais. Alors, allons-y. Donc, aujourd'hui, on va probablement faire une grosse demi-heure au max, même pas, sur des articles. Donc, j'ai plusieurs choses en stock en magasin. On va tout simplement commencer d'abord par, hop là, par un article. J'essaie d'organiser un peu les choses. Je ne suis pas très très bien organisé ce matin. Hop, voilà. Donc un article d'abord qui va porter sur le temps libre, sur le temps de travail. Alors qui est très axé US, mais qui est intéressant dans la réflexion aussi euh, sur le temps de travail de manière générale. Hein. Donc, euh, donc là, un peu plus axé économie aussi, mais c'est lié au bonheur et au bien-être, à la qualité de vie. Donc l'idée, c'est de se dire que depuis les années 50, enfin, si vous ne le saviez pas, la productivité par personne a augmenté de 300%. Aux États-Unis, dans les pays occidentaux globalement, hein, c'est un peu les pays occidentaux globalement, c'est un petit peu l'idée, c'est que la productivité a explosé alors, là, en 70 ans. Et en l'occurrence, aux États-Unis, la semaine de travail, elle n'a pas changé, elle est relativement toujours stable autour de 40 heures. 39-40. Nous, en France, alors il y a les 35 heures, bien sûr, mais je ne suis pas certain par semaine. Je crois qu'on est quand même au-dessus. Hein, voilà. La durée habituelle hebdomadaire du travail, selon l'INSEE, hein, des salariés à temps complet en France est de 38,9 heures. Voilà, donc on a beau être aux 35 heures, les dépassements de 35 heures sont nombreux. Pour les gens qui sont à temps plein, souvent ils sont à 38,9 heures. Il y a évidemment toutes les professions type médical, etc., où voilà, ça dépasse largement les 35 heures, bien sûr, le libéral, etc. Donc on est sur une moyenne quand même de temps qui est au-delà et qui n'a pas tellement bougé depuis la semaine de 40 heures qui date, on va le voir, enfin même en France, hein, qui date du début du XXe siècle, de la première moitié du XXe siècle. Après, il y a eu une baisse légère à 39, puis à 35 d'un point de vue légal, mais d'un point de vue des faits, ça n'a pas forcément énormément évolué. Euh, voilà, et puis après, il y a le nombre d'heures par an. En France, on est à 1600 quelque chose de mémoire. Là, aux États-Unis, c'est 1767, 1354. Alors, ça, c'est un peu biaisé parce que ça prend en compte les temps partiels. Donc, voilà. Et la différence aux États-Unis vient du fait que les gens ne prennent pas leurs vacances pour diverses raisons. La peur de ne pas avoir de promotion, le fait qu'il n'y ait pas de nombre de semaines de vacances obligatoires selon la loi sur tout le territoire. Euh, le fait qu'on peut être aussi éjecté d'un travail très simplement et très vite aux États-Unis du jour au lendemain, et que en plus l'assurance maladie est liée, la mutuelle, enfin l'assurance maladie même en général, est liée à son employeur dans l'immense majorité des cas. Donc, euh, et donc Keynes, qui est un économiste, on va dire
connu, hein, de référence dans l'histoire de la pensée économique, pensait justement que au fur et à mesure que les gens auraient plus d'argent avec la productivité qui augmente, ils prioriseraient leur temps libre. Donc, et il a prédit dans 1930, dans les années 30, il s'est dit, bah, durant le siècle, la journée de travail, elle va finir par arriver à 15 heures, et la plupart des Américains, euh, voilà, sauf que la plupart des Américains ont des jobs qui sont autour de 40 heures par mois, par semaine, pardon. Donc après, il y a plusieurs évolutions qui expliquent ça. Euh, alors, il y a l'augmentation de la productivité d'un côté, et de l'autre côté, il y a des évolutions qui expliquent ça. C'est l'avènement de la société de consommation après la Deuxième Guerre mondiale, avec le marketing, etc., qui crée des besoins euh, d'acheter plus de choses, alors que le besoin de base n'existe pas nécessairement. Donc il y a cette construction de besoin d'acheter des choses qui fait que pour acheter des choses, il faut de l'argent, et pour avoir de l'argent, il faut travailler. Donc ça ne donne pas forcément envie de réduire son temps de travail. Et donc avec cette publicité-là, on met l'emphase sur les émotions plutôt que sur l'utilité. Et donc ça encourage les gens à acheter plus de trucs. En plus, il y a l'obsolescence programmée qui fait qu'on a un renouvellement beaucoup plus fréquent des appareils et des différents éléments de notre environnement. Et donc, les produits restent moins à la mode, moins fonctionnels longtemps. Et en plus, on a le développement de la société de loisirs, des loisirs qui coûtent de l'argent de plus en plus. Et donc le fait de ne pas d'avoir des loisirs qui coûtent rien, c'est de plus en plus de moins en moins valorisé. Ouais, ok, d'accord. Je me dis qu'est-ce que c'est que ce bruit. C'est à l'extérieur. Donc c'est de moins en moins valorisé et de moins en moins pratiqué. Et donc évidemment, il faut consommer pendant son temps libre, aller faire des courses, acheter des trucs, etc. C'est évidemment un grand trait, mais par rapport à ce que c'était avant. Euh, et puis, c'est pas forcément un choix. Les gens, ils bossent au-delà de ces considérations de société de consommation. Les gens bossent à peu près 40 heures par semaine parce qu'ils ont des factures à payer. Alors aux États-Unis, en plus, il y a effectivement l'assurance maladie, euh, les retraites, etc. La précarité des jobs, et donc ça crée pas forcément de la liberté de choix pour travailler moins, etc. Et justement, quand la semaine d'à peu près 40 heures a été établie, c'était pour aussi éviter la concurrence déloyale entre employeurs et pour plafonner les choses, pour pas que voilà, chez certains on bosse plus, etc. Pour réguler un petit peu les choses. Et aux États-Unis, en tout cas, à l'époque, les syndicats ont proposé même une semaine de 30 heures et ça a été rejeté. Et la semaine de 40 heures, c'était un peu un compromis. Alors, ça s'est pas passé partout pareil dans le monde, mais enfin, l'idée, c'était quand même effectivement de plafonner le temps de travail pour des raisons similaires. Donc, ça, c'est en 1937 aux États-Unis. Bon. Puis il y a la Deuxième Guerre mondiale qui est passée par là, etc. Et donc, l'idée, c'était que bah, on, les gens, ils acceptaient de bosser 40 heures parce qu'ils pouvaient se payer des trucs, parce qu'ils avaient une vie correcte, parce qu'avec un salaire, on nourrissait une famille, et que du coup, c'était acceptable de passer ce temps-là pour tous les avantages que ça apportait à côté. Et depuis les années 70, avec l'inflation, euh, avec l'inflation, l'augmentation des prix, etc., et l'augmentation de la productivité qui a vraiment bondi euh, encore en coup depuis ces années-là, euh, on n'a pas eu un ajustement entre l'évolution des salaires et la croissance économique et la croissance de la productivité. Et donc maintenant, on est à une situation où on n'a pas une seule personne qui travaille pour nourrir une famille, mais deux. Et avec ces deux salaires, on a donc deux fois 40 heures aux États-Unis, mais même en France, donc, on a vu un 39 et quelques, deux fois 39 heures, on n'arrive pas nécessairement à s'en sortir, à payer toutes les factures, etc. Donc en fait, c'est comme si, c'est ce que dit donc cet historien du travail, historien économique, je ne sais plus, l'histoire moderne. Voilà. C'est comme si on avait échangé la semaine de 40 heures pour une semaine de 80 heures, puisqu'on a deux personnes qui travaillent au lieu d'une.
Donc évidemment, là, on n'est plus sur une contrainte. Donc la proposition ici, c'est évidemment de travailler moins que ça, voire d'aller vers une semaine de 4 jours, et dire que c'est un choix effectivement de société qui nécessite une action politique. Parce qu'en fait, les individus ne peuvent pas créer une pression personnellement pour que ça change au niveau des entreprises. C'est un petit peu compliqué, euh, évidemment, parce que même si la masse peut avoir du poids, c'est pas aussi simple que ça. Et le problème aussi, c'est la métrique, c'est-à-dire qu'on mesure le bien-être, le bonheur, encore malheureusement trop, avec la notion de croissance économique et de PIB. Et tant qu'on sera sur cette mesure-là, eh bien, on met sous le tapis un certain nombre de critères extrêmement importants qui ne sont pas reflétés par le PIB et qui ont un impact et qui traduisent le bonheur, l'épanouissement des gens, le fait qu'une société aille bien ou pas. Et donc l'idée que l'augmentation stratosphérique de la productivité puisse permettre d'avoir plus de temps libre, c'est pas seulement une belle idée romantique, etc. C'est quelque chose qui a été euh, au début du XXe siècle vu par les économistes comme quelque chose de tout à fait raisonnable et normal et logique en fait. Donc l'idée c'est que il faut progresser vers ça. On a d'autres mesures du bonheur maintenant qui existent, euh, justement le comment ça s'appelle, alors c'est pas le PIB en français, c'est le bonheur national brut, voilà, euh, qui a été développé. Et donc là, on va avoir le 20 mars encore le nouveau rapport de Gallup sur l'état du bonheur dans le monde, et c'est une mesure qui est utilisée pour voir l'évolution du bonheur dans le monde. Et effectivement, bon, il y a une évolution depuis 60 ans, en positif, globalement, mais voilà, pour toutes ces raisons-là, peut être un peu compliqué, et il se trouve que, effectivement, c'est pas une réflexion de on veut travailler moins, c'est plutôt une réflexion de se dire, bah, en fait, il faudrait juste un meilleur partage de la valeur, puisqu'il y a une évolution de la productivité énorme, une augmentation de l'inflation et une stagnation des salaires. Donc à un moment donné, il y a un petit problème. Bon, ça c'était un peu l'article, on va dire, éco, historico-politique du matin. Et je trouvais ça intéressant voilà, de parler de ce sujet-là, d'évoquer ce sujet-là, parce que c'est lié évidemment au bonheur. Le travail, c'est important pour l'épanouissement personnel, les projets, etc. Le fait d'accomplir des choses professionnellement. Euh, mais, euh, mais ça ne saurait être le seul horizon, surtout dans des situations où de plus en plus de gens euh, ne s'épanouissent pas forcément au travail. Et en plus, ce travail leur prend du temps, et en plus, ils payent mal. Donc bon, ça fait beaucoup de conditions un peu compliquées pour, euh, pour trouver, euh, pour trouver le bonheur, en tout cas pas des conditions qui vont faciliter le bonheur. Alors, justement, quand on est au travail, on peut aussi s'amuser euh, à rêvasser. Et on va voir pourquoi c'est bon pour vous, pourquoi c'est bon pour les gens de faire ça. Hop. Alors, je note directement les articles qui ont été traités. Hop là, c'est parti. Donc, un article d'un psychologue, d'un docteur en psychologie sur le fait de rêvasser, daydreaming, hein, c'est se perdre dans ses pensées, etc. Donc, les êtres humains passent un temps important à justement se perdre dans leurs pensées, et certaines personnes, c'est jusqu'à 50% de leur temps qui n'est pas passé à dormir, qui est passé à ça, à se perdre dans ses pensées. Le mind wandering. Donc là, c'est vraiment voilà, se perdre dans ses pensées. Une des questions les plus évidentes qu'on se pose, c'est pourquoi est-ce qu'on a ce phénomène-là qui se produit, pourquoi est-ce que ça existe, étant donné que, a priori, on pourrait se dire que c'est une perte de temps. Hein, pourquoi est-ce qu'on ne ferait pas autre chose à la place? Quel est l'avantage, d'un point de vue de l'évolution, d'avoir ce type d'activité, du fait de s'asseoir, de penser, de se perdre voilà, dans ses pensées, de les suivre les unes après les autres. Alors, une étude récente publiée dans Nature, justement, donne des éléments sur les bénéfices de cette activité-là.
Mais cette étude, c'est évidemment Nature, hein, euh, elle a été faite sur des souris, pas des humains. Et donc, euh, tic, 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 comme chez les humains, c'est plutôt du self-report, c'est-à-dire que on, on demande, en fait, on demande aux gens de noter quand ils font, quand ils se perdent dans leurs pensées, etc. Alors ça peut être par des prompts, des notifications sur téléphone par des applications, ça peut être sur des questionnaires, des interviews, ça peut être plein de manières différentes qui se complètent. Mais évidemment, il n'y a pas de méthode invasive en observant le cerveau. L'avantage de travailler avec des souris, là, en l'occurrence, c'est qu'on peut avoir des méthodes invasives. Et donc là, on peut comprendre mieux comment ça fonctionne au niveau du cerveau, même si, encore une fois, le cerveau d'une souris n'est pas le cerveau d'un être humain, et qu'il ne s'agit pas de dire qu'on peut transposer à 100% ce qui se passe dans le cerveau d'une souris à ce qui se passerait dans le cerveau d'un être humain. Donc en gros, les souris, elles devaient regarder deux stimuli visuels différents, deux images qui étaient assez différentes. Et les chercheurs ont, en même temps qu'elles faisaient ça, les souris, scanné leur cortex visuel primaire, donc qui est dans les lobes occipitaux, donc derrière l'arrière du cerveau. Donc évidemment, quand on traite une image, c'est le premier arrêt, alors il se passe par les yeux, c'est le premier traitement d'information, il se fait au niveau des lobes occipitaux. Et oui, effectivement, ce qui est souligné ici, c'est que on comprend assez bien le fonctionnement des lobes occipitaux, comment est-ce qu'on reconstruit les images au niveau cérébral, par couche, etc. Enfin, je passe les détails, mais on comprend assez bien ce fonctionnement, c'est assez bien mappé euh, l'image qu'on a face à nous sur le cerveau. Donc voilà, c'est ce qu'ils disent ici, hein, c'est parce que c'est rétinotopique, c'est qu'il y a une correspondance spatiale pas exacte, mais assez proche entre l'image qui arrive sur la rétine et les patterns d'activation neuronale dans le cortex visuel. Voilà. Ensuite, les souris, on les laissait tranquilles. Elles étaient face à un mur gris. Et les chercheurs décrivent ce qu'ils appellent une marche tranquille, un état de marche tranquille. C'est-à-dire que les souris, elles n'étaient pas endormies, mais elles ne couraient pas non plus dans tous les sens. Et dans cet état-là, le cortex visuel primaire des souris était toujours très actif. Euh, et son activité ressemblait à celle qu'il y avait quand les souris regardaient une des deux images. C'est-à-dire qu'elles ne voyaient plus ces images, elles étaient plus face à ces images, mais spontanément, euh, et sans lien avec aucune tâche, elles les regardaient, ça s'activait en fait toujours ces images dans leur cortex visuel. Et c'est ce que les chercheurs considèrent comme l'équivalent du fait de se perdre dans ses pensées, de rêvasser chez les humains. Ce qui est surprenant, c'est ce qui arrive après. Donc, euh, plus les souris se perdaient dans leurs pensées, plus l'activation neuronale, euh, plus l'activation neuronale correspondant aux images se transformait dans leur cerveau. Donc ça transformait, en gros, l'activité cérébrale, elle évolue au fil du temps. Euh, donc c'est ce qu'on, cet effet-là, ça se rapproche de ce qu'on appelle l'apprentissage perceptuel, euh, c'est-à-dire un processus par lequel on va modifier la manière dont on va percevoir la même chose plus tard. Par exemple, le fait de voir plein de chats dans la réalité va faire qu'on va reconnaître les chats plus facilement par la suite, quand on va en apercevoir un qui passe. Donc ça veut dire qu'en gros, on a des images qui sont présentées, elles sont traitées en se parlant dans les pensées, et en les traitant, ça permet d'améliorer leur reconnaissance plus tard, d'améliorer la reconnaissance des éléments qui font partie de cette image plus tard, et d'autres images similaires. Ça veut dire qu'en gros, l'intérêt de se perdre dans ses pensées, c'est d'intégrer un peu ces perceptions et d'optimiser notre capacité de perception par la suite sur des choses qui sont similaires. Évidemment, voilà, l'esprit d'une souris et d'un être humain sont différents et c'est une version beaucoup plus simple de notre fonctionnement chez la souris par rapport à l'être humain. Euh, mais ça peut nous donner une idée de l'avantage
évolutif dans l'évolution du fait de se perdre dans ses pensées. Et c'est pas une activité qui n'a, euh, alors que c'est pas une activité où il se passe rien en fait dans le cerveau et qui n'a aucun intérêt et aucun impact. C'est vraiment un intérêt de ce point de vue-là. Et ça a potentiellement des implications cruciales dans nos vies, puisque dans les dernières décennies, le temps passé à se perdre dans ses pensées a vraiment fortement diminué. Notamment à cause de l'utilisation des smartphones, qui fait que dès qu'on a un moment où on n'a rien à faire, on va regarder le smartphone, on va regarder faire défiler des fils d'actualité, etc. De plus en plus, ça dépend des générations, ça dépend des personnes aussi, bien sûr, mais de plus en plus, on va avoir ce genre de choses. Et donc, ça veut dire que on passe moins de temps à se perdre dans ses pensées, et donc on va moins intégrer les informations euh, qui nous permettent après d'augmenter notre capacité de perception, de reconnaissance. Et ça peut avoir des conséquences sur notre santé mentale. Évidemment, c'est une première étude, et il faut approfondir les choses. Il y a un article sur ce réalisé sur le fait de se perdre dans ses pensées. Je vais juste vous retrouver ça rapidement. Hop, je sais plus comment il s'appelle. Hop là. Oui, hop. Alors, je sais plus si c'est rêvassé. Comment j'ai tourné ça dans l'article. Oui, 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 oui. Je suis pas sur le bon truc, mais. Alors, comment c'est. Je vais vous remettre l'article pour vous dire où c'est. Voilà. Se perdre dans ses pensées. Donc, vous avez un article sur ce réalisé, alors qui est évidemment plus ancien que la publication pardon, que je vous ai montré qui est de cette année, hein, ou de la fin de l'année dernière. Mais voilà, là vous avez des éléments sur ce que c'est que se perdre dans ses pensées, d'un point de vue là plutôt psychologique, pas d'un point de vue perceptif, et voir à quoi, quel est l'intérêt, parce qu'on a d'autres études chez l'homme qui montrent qu'il y a quand même un intérêt à se perdre dans ses pensées. Donc là vous avez des éléments sur les différentes manières de se perdre dans ses pensées, de manière positive, négative, les avantages, les inconvénients. Donc ça, si ça vous intéresse, c'est se perdre dans ses pensées sur le site. Vous pouvez aller regarder ça tranquillement. Très bien. Ce que je vous propose, c'est de faire un dernier article, puisque le temps file et qu'il va falloir que je bouge très très bientôt, sur l'influence des amis qui vont modifier la manière dont on pense et la manière dont on ressent les choses, dont on se sent plutôt. Voilà. Hop. Alors, tac 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 tac, je regarde juste. We get by with a little help from our friends. Ok, ça c'est bon, c'est parti, on y va. Alors, pareil, un article d'une docteure en psycho. Donc, la question c'est est-ce que c'est intéressant d'avoir le point de vue de ses amis lorsqu'on réfléchit à un événement négatif? Est-ce que c'est plus intéressant d'avoir le point de vue de ses amis ou de faire ce travail de comment est-ce qu'on peut dire en français, réanalyse en solo? C'est-à-dire, est-ce qu'il vaut mieux, j'ai un événement négatif qui s'est passé dans ma vie, est-ce qu'il vaut mieux que j'en discute avec des amis? Est-ce que ça a plus d'intérêt pour moi? Est-ce que c'est plus pertinent pour moi? Est-ce que ça va m'apporter plus que de repenser ça de mon côté? Pour essayer de comprendre les choses et d'analyser les choses. Donc il y a plein de manières de réguler les émotions. Et là, les chercheurs sont focalisés sur une manière, euh, changer la manière dont on pense sur des événements émotionnels afin de penser, afin de changer la manière dont on les ressent. C'est ce qu'on appelle le reappraisal, cognitive reappraisal. Je vais essayer de vous. Je ne trouve pas le mot pour appraisal ce matin. Appréhension, ouais. Réévaluation, ouais. Ok. Admettons, on va dire ça. Oui, la réévaluation cognitive en français serait plutôt ça. Donc, changer la manière dont on pense à cet événement, dont on voit l'événement,
pour changer la manière dont on se sent par rapport à cet événement négatif qui s'est passé. Donc la réévaluation cognitive. Dans les tâches classiquement de réévaluation cognitive qu'on a, on demande aux gens de regarder ou de réinterpréter le contenu d'image et ensuite d'évaluer leur réponse émotionnelle. Pour essayer de comprendre comment la vision des autres peut aider à faire de la réévaluation cognitive pour soi, euh, les auteurs ont créé une tâche de réévaluation sociale. Donc là, l'idée c'est pareil, on vous présente des images, au lieu de vous présenter des images et donc de réinterpréter, de réévaluer leur perception sur ces images, en fait, les gens écoutent un enregistrement audio d'un ami proche qui réinterprète ces images, qui réévalue ces images. Donc ils ont fait 3 expérimentations avec 200 étudiants. Donc vous voyez, je vous mets ça ici. With a little help from my friends, qui était publié en 2021, mais là bon, l'article est un peu plus récent parce qu'ils ont fait d'autres études depuis. Donc ils ont fait ce travail de réévaluation sociale pour tester si les gens ils se sentaient mieux quand un ami réinterprétait ces images, donc réévaluation sociale, ou quand c'était eux-mêmes qui réinterprétaient les images, donc réévaluation cognitive. Et ce qu'ils ont trouvé, c'est que la réévaluation sociale était plus efficace pour réguler les émotions négatives que la réévaluation cognitive. Et ça leur a permis aussi d'écarter d'autres variables éventuellement qui auraient pu avoir un effet dessus. En montrant que en fait, c'est la réinterprétation, la réévaluation n'était pas meilleure d'un point de vue qualitatif que la réinterprétation que les gens avaient en solo. Ils ont aussi testé que c'était pas lié au fait juste d'entendre la voix d'un ami. C'est vraiment la réévaluation sociale d'un ami, pas parce qu'elle est meilleure, pas parce que c'est un ami qui l'a dit, mais parce que c'est la réinterprétation sociale d'un ami qui joue un rôle. Donc les perspectives des amis peuvent changer la manière dont les gens se sentent et pensent par rapport à des événements. Mais comme les amis ne sont pas toujours là pour vous aider à faire ça, l'idée c'était de se dire, est-ce que ces perspectives d'amis, ces réévaluations sociales, elles peuvent avoir une persistance dans le temps pour pouvoir être réinvoquées par les gens quand ils sont seuls, s'ils se font face à d'autres événements négatifs dans l'avenir. Par exemple, vous avez un ami qui vous aide à réinterpréter un événement négatif à un instant T, ça vous fait du bien, ça vous aide. Est-ce que quand vous allez de nouveau avoir un autre événement négatif dans les prochains mois, mais que votre ami ne sera pas disponible, est-ce que vous aurez la capacité à réévoquer ce type d'interprétation pour vous aider, vous, dans votre réinterprétation, votre réévaluation cognitive que vous faites tout seul. Donc pour faire ça, ils ont lancé une autre étude, donc là qui est plus récente, qui est de 2020, qui a été publiée en 2023, donc pour voir l'impact à long terme de ces réévaluations sociales. Alors pour faire ça, qu'est-ce qu'ils ont fait Ils ont ajouté une tâche un jour après par rapport au protocole dont on vient de parler à l'instant. Et donc dans cette tâche un jour après, les gens voyaient rapidement les images qu'ils avaient vues la veille et devaient les évaluer. Et donc ces images, dans la série d'images, il y avait des images qu'ils avaient réévaluées seuls, donc la réévaluation cognitive, des images qui avaient été réévaluées avec l'aide d'un ami, donc la réévaluation sociale, et des images des nouvelles images, en fait, qu'ils n'avaient pas du tout eu à réévaluer. Ça a permis de tester si justement la réévaluation sociale, donc la réévaluation des amis, elle avait une certaine résistance au temps, dans le temps. En regardant comment les gens réagissaient aux images qui avaient été réévaluées avec leurs amis un peu plus tard quand ils étaient seuls. Et ce qu'ils ont trouvé, c'est que les émotions négatives étaient au plus bas pour les images qui avaient été réinterprétées avec des amis auparavant. C'était vrai donc à la fois au moment où ils recevaient le soutien d'un ami, et le lendemain, donc ça on l'avait vu dans les expériences précédentes, et le lendemain quand ils étaient seuls et qu'ils revoyaient l'image qu'ils avaient réinterprétée avec leur ami,
où leur ami les avait aidés à réinterpréter l'image. Donc, là, il y a des verbatims de participants, hein, qui ont donné leur ressenti par rapport à ça. C'est donc certaines images n'étaient pas si dures à revoir parce que justement j'entendais la voix de mon ami qui m'aidait à réinterpréter ces images dans ma tête. Donc j'entendais la voix de mon ami dans ma tête et je me souvenais de ce qu'il me disait pour réinterpréter cette image pour que ce soit moins difficile à voir. Et donc les réinterprétations de l'ami, elles avaient tendance à rester en fait. Ce qui rendait le fait de se réexposer à ces images difficiles plus facile. Alors, petite précaution quand même, on est le lendemain. Hein. On n'est pas 3 semaines après, ni 3 mois après. Donc évidemment, là il y a quand même une limite qui est, qui est ce délai qui est très très court. Donc évidemment, le lendemain, on a encore ça frais dans la tête. Est-ce que sur le long terme, euh, il y aura une durabilité, une persistance importante? C'est une vraie question. Hop là, un petit peu des nœuds dans les cheveux. C'est une vraie question, mais ça s'explique aussi par le protocole, puisque c'est pas des vraies situations vécues, c'est des images qui sont présentées. Donc il est très probable que 6 mois plus tard, les gens se souviennent pas tellement des images. Donc voilà, il y a aussi cette problématique-là, mais on devrait, on pourrait, ce serait intéressant de tester avec un delta plus important entre la première présentation et la deuxième. En fait. Mais en conclusion, qu'est-ce qu'on peut dire Donc, avoir la perspective d'un ami peut changer la manière dont on pense et dont on ressent les choses. Euh, et avoir ce soutien, ça permet d'internaliser un soutien sur le long terme. C'est-à-dire que ces feedbacks d'amis positifs, de soutien qui nous aident à réinterpréter les événements de notre vie, c'est quelque chose, quand c'est suffisamment récent et ou fréquent, qui peut nous aider à long terme parce qu'on va se souvenir de ce soutien-là, on va réentendre cette perspective-là dans notre tête, et donc ça c'est quelque chose qui est intéressant. Et donc la régulation émotionnelle sociale peut être plus efficace que le fait de gérer les choses seul et de réinterpréter les choses seul. Ah, évidemment, tout dépend du type de soutien qu'on a, et un ami qui donne que des conseils, qui n'écoute pas en amont, évidemment, ça ne va pas forcément vous aider. Mais ce que les auteurs donc là soulignent, c'est que la prochaine fois que vous avez du mal à sortir d'une boucle de pensée négative, euh, ben, il faut se souvenir que les humains sont des êtres fondamentalement sociaux et qu'il est intéressant de se tourner vers les autres pour avoir une nouvelle perspective sur une situation. Euh, de la même manière que quand nos amis sont en difficulté, on peut les aider à avoir une nouvelle perspective sur la situation. Avoir une nouvelle perspective, c'est pas leur dire ah ben attends, faut que tu penses comme ça. C'est mettez-vous à la place de quelqu'un qui reçoit ça, c'est pas forcément très agréable. Mais avoir une nouvelle perspective, c'est se dire ok, vas-y, je t'écoute, j'écoute ta problématique et j'essaye de la comprendre et donc de poser des questions et donc j'essaye aussi de voir en quoi ça te pose problème et en quoi et d'où vient ton interprétation négative et juste déjà en posant des questions comme euh, ça va faire re-questionner l'interprétation et ça va ouvrir une conversation sur cette interprétation là et c'est dans ce cas-là assez ouvert et assez soutenant pour que ça soit constructif. Parce que si c'est pour juste donner des conseils sans écouter, ça n'a aucun intérêt et ça peut avoir l'effet inverse. Donc en tout cas, c'est intéressant d'avoir cette notion-là que pour traiter les émotions négatives, en tout cas, c'est intéressant. Alors ça n'empêche pas de partager les bonnes nouvelles avec des amis aussi, et les émotions positives, c'est important. Mais voilà, quand on a du mal à réguler les choses, c'est intéressant de faire ce travail, d'aller avoir ces conversations avec des gens avec lesquels on s'entend bien, euh, donc voilà. Voilà ce que j'avais à vous dire pour ce matin. Il est 9h06, il faut que je file. Donc je vais y aller. Et puis bah, écoutez, moi je vous dis à la prochaine dans une nouvelle revue de psychologie positive. Normalement c'est le jeudi. Si ça saute, je peux décaler un autre jour ou décaler à la semaine suivante. Voilà, en ce moment j'essaye, je fais quand je peux. Donc ça sera la semaine prochaine si c'est possible. Sinon ça sera un peu plus tard. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis
À la prochaine. Salut!